Bonjour à tous et bienvenue à notre webconférence intitulée « Plonger dans la sobriété hydrique, 10 étapes pour économiser l'eau ». Je suis Cédric Aliès, expert en développement durable et logistique à la NAP, et je suis ravi de vous accompagner dans cette exploration cruciale. Face aux défis environnementaux et économiques actuels, la gestion efficace de l'eau est devenue une priorité incontournable pour les établissements de santé. Quels sont les enjeux autour de la sobriété hydrique ? Quel est le cadre réglementaire et quels sont les leviers d'action pour mettre en œuvre un projet dans une structure, tout en garantissant bien sûr la qualité des soins et la sécurité des patients. Voici les questions centrales que nous allons explorer aujourd'hui. Au-delà des enjeux écologiques, le coût de l'eau connaît une hausse continue, impactant directement les budgets hospitaliers déjà très contraints. Anticiper et maîtriser cette évolution tarifaire devient donc un levier stratégique pour la résilience économique des établissements. Pour cela, des experts de renom et des professionnels du secteur nous partageront leurs expériences et leurs stratégies. Vous découvrirez des témoignages inspirants et des conseils pratiques pour mettre en place des mesures efficaces de sobriété hydrique. Préparez-vous donc à plonger dans le sujet et à découvrir des solutions concrètes pour une gestion durable de l'eau. Commençons sans plus attendre avec l'intervention de Monsieur le ministre Yannick Deder, qui nous fait l'honneur d'introduire cette webconférence. Mesdames et messieurs, la sobriété hydrique dans le système de santé, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Face aux défis climatiques, financiers et sanitaires, nous devons concilier à la fois la préservation de cette ressource précieuse, la qualité de prise en charge des patients et la gestion des risques. Aujourd'hui, cette webconférence organisée par l'Agence nationale d'appui à la performance, la NAP, est une opportunité pour mieux anticiper ces sujets. Une opportunité de vous informer sur les enjeux réglementaires, sur les leviers d'action concrets et sur les dispositifs d'accompagnement qui existent. Une opportunité également d'échanger avec des experts et des acteurs engagés qui partageront avec vous leur expérience, leurs solutions et leurs conseils. Il est en effet possible de réduire la consommation d'eau sans compromettre la qualité des soins. Des établissements ont d'ores et déjà amorcé cette transition et leurs témoignages le démontreront. Les résultats sont au rendez-vous. J'invite chacun d'entre vous, professionnels de santé, directeurs d'établissement, décideurs, gestionnaires, à vous saisir de cette occasion pour prendre connaissance des bonnes pratiques, des obligations actuelles et à venir, ainsi que des ressources mises à votre disposition. Des éco-gestes, en passant par le suivi des consommations, jusqu'aux actions au cœur des processus les plus consommateurs, chacun peut mettre sa pierre à l'édifice au quotidien dans ses pratiques opérationnelles. Car, comme on le dit si bien dans le proverbe, ce sont les petites gouttes d'eau qui font les grandes rivières. L'État est à vos côtés pour vous accompagner dans cette transformation indispensable, notamment dans le cadre du plan national d'adaptation climatique qui engage tous les ministères. Au ministère de la Santé, en particulier, nous avons mobilisé tous les acteurs, services de l'État, établissements publics et opérateurs, acteurs de la formation initiale et continue, fédérations, autour d'une convention de planification écologique du système de santé qui prend en compte cet impératif de sobriété hydrique. Mesdames et messieurs, cette dynamique collective est essentielle pour relever le défi de la sobriété hydrique dans nos établissements de santé. Alors, tous ensemble, passons à l'action. Je ne serai pas plus long afin de laisser place aux différentes interventions, ateliers en ligne et témoignages. Bonne conférence à toutes et à tous. Merci Monsieur le ministre pour votre introduction. Je reçois désormais à distance Charlie Bories, conseiller expert à la Direction générale de la santé, pour un rappel réglementaire des usages de l'eau. Bonjour Monsieur Bories et bienvenue. Première question, quelle est la réglementation actuelle en termes de gestion des eaux en établissement et en particulier en termes de réutilisation des eaux usées ?
Je vais vous présenter le cadre réglementaire régissant l'usage d'eau impropre à la consommation humaine utilisée à des fins domestiques, un cadre qui est applicable dans les établissements de santé. Comme vous le savez, en réponse aux effets du changement climatique, le président de la République a présenté le 30 mars 2023 un plan d'action pour une gestion résiliente et concertée de la ressource en eau. Ce plan prévoit de renforcer la valorisation des eaux non conventionnelles. L'utilisation d'eau non potable a ainsi fait l'objet d'évolutions significatives, notamment pour les établissements recevant du public sensible, puisque jusqu'à l'application des nouveaux textes, les usages de ces eaux dans les hôpitaux, les EHPAD ou encore les crèches n'étaient pas permis. Aujourd'hui, si la réutilisation de ces eaux apparaît opportune pour préserver la ressource en eau potable, elle présente toutefois des risques sanitaires. Deux risques majeurs sont considérés pour l'utilisation d'eau non potable pour des usages domestiques. Premièrement, le mésusage de ces eaux, par exemple lorsqu'elles sont utilisées par erreur comme une eau de boisson, ce qui peut entraîner des maladies d'origine hydrique, comme des gastroentérites. Et secondement, les risques de contamination du réseau d'eau potable par phénomène de retour d'eau qui peut arriver lors d'interconnexions accidentelles lorsque les deux réseaux d'eau potable et d'eau non potable ne sont pas bien identifiés ou lors d'erreurs de conception de ces réseaux. Donc, pour prévenir ces risques et sécuriser l'utilisation de ces eaux non potables, un cadre réglementaire strict a été défini. Il s'appuie sur l'expérience tirée de l'arrêté eau de pluie de 2008 qui définissait les usages domestiques des eaux de pluie à l'intérieur des bâtiments. Ce texte est aujourd'hui abrogé. Il s'appuie également sur le récent arrêté de 2021 qui vient renforcer la sécurité des réseaux intérieurs de distribution d'eau potable et également sur les données scientifiques et les avis des agences sanitaires qui ont produit de nombreuses expertises ces dernières années qui nous ont permis de prendre ces nouveaux textes. Donc c'est à partir de tous ces éléments qu'un nouveau cadre a été bâti et structuré. Aujourd'hui, il est fixé par les deux textes que j'ai précités, le décret du 12 juillet 2024 et l'arrêté du même jour qui en précise les modalités d'application. Pour bien comprendre de quoi nous parlons, quelques définitions essentielles. Tout d'abord, les eaux impropres à la consommation humaine. Ce sont des eaux qui ne respectent pas les critères de potabilité, mais qui peuvent être utilisées pour certains usages domestiques lorsqu'un cadre est défini. On peut citer parmi ces usages domestiques les usages alimentaires, les usages liés à l'hygiène corporelle ou à l'hygiène générale, et des usages autres comme l'arrosage d'espaces verts à l'échelle des bâtiments. Pour tous ces usages, l'utilisation d'une eau potable est la règle de base, et pour certains, comme je le disais, lorsqu'un cadre est prévu, une EICH peut être utilisée. Enfin, le terme d'établissement recevant du public sensible, donc c'est un terme introduit par le décret du 12 juillet 2024. Il recouvre une liste ouverte d'établissements où le public est particulièrement vulnérable, comme c'est le cas des hôpitaux, des crèches ou des maisons de retraite. La liste complète figure à l'article R 1322-90 du Code de la santé publique. Donc, s'agissant du champ d'application des nouveaux textes, quels sont les usages domestiques et quels sont les EICH qui peuvent être utilisés? Donc, les eaux utilisables sont les eaux brutes issues du milieu naturel, que sont les eaux de pluie, les eaux de puits et de forage et les eaux douces. Les eaux grises issues des douches et des baignoires ou des lavabos, et enfin les eaux issues des piscines à usage collectif. Les usages domestiques permis sont les suivants: le lavage du linge, l'alimentation des chasses d'eau, des toilettes, le lavage des sols en intérieur, le lavage des surfaces en extérieur, l'alimentation des fontaines décoratives, l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments et l'arrosage des jardins potagers. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les perspectives de cette réglementation? Oui, en complément du cadre réglementaire que je viens de vous présenter, le décret du 12 juillet 2024 prévoit des expérimentations afin d'explorer de nouveaux couples d'eau-usage aujourd'hui non couverts par la réglementation en l'absence d'informations sur les risques sanitaires et leur maîtrise par les gestionnaires de réseau. Sont notamment concernées les eaux spéciales issues des établissements de santé. À ce jour, il s'agit des eaux issues d'osmose inverse des services d'hémodialyse. Un arrêté ministériel viendra prochainement préciser les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations. Merci. Et pour conclure, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les outils, les ressources disponibles et vers quels services de l'État les établissements qui nous écoutent peuvent se tourner? Pour en savoir plus, une page explicative est disponible sur le site du ministère de la Santé. Vous y trouverez un guide de lecture réglementaire comportant des questions-réponses qui vient tout juste d'être publié par la Direction générale de la santé. Vous y trouverez également un lien vers un formulaire de déclaration au préfet disponible sur le site démarchesimplifiée.fr,
avec une identification spécifique pour les établissements recevant du public sensible. Pour le dépôt de vos dossiers de demande d'autorisation préfectorale, vous pouvez les adresser soit directement au service du préfet ou au service de l'ARS. Pour rappel, des guichets uniques des zones non conventionnelles ont été institués dans chaque préfecture. Vous pouvez les mobiliser pour le dépôt de vos dossiers ou pour toute question sur les zones non conventionnelles. Merci beaucoup, Monsieur Borries, pour votre intervention. Je vous invite maintenant à en découvrir davantage sur les agences de l'eau. Qui sont-elles? Quels sont leurs rôles? Et comment peuvent-elles accompagner le secteur de la santé? Monsieur Olivier Rodrigo intervient à distance pour répondre à ces questions. Donc, une présentation rapide des agences de l'eau pour démarrer avec, en fait, ce sont des agences qui se trouvent au nombre de 6 sur le territoire français. Elles sont issues d'un découpage par bassin hydrographique et possèdent un statut d'établissement public de l'État. Nous sommes sous tutelle de 2 ministères en charge de la transition écologique et en charge de l'économie. Nos principes de fonctionnement et nos missions sont fondés sur une base commune, à savoir une gestion concertée par bassin versant, appelé également Parlement de l'eau, avec une perception des redevances en provenance de tous les usagers de l'eau selon le principe pollueur-payeur ou préleveur-payeur. Chaque euro prélevé est ainsi réinvesti sous forme d'aide aux collectivités, aux acteurs économiques, agricoles ou financiers. Le tout pour financer des actions favorisant la reconquête du bon état des masses d'eau ou la mise en œuvre de projets concernant la sobriété hydrique. Notre fonctionnement s'articule autour d'un programme d'action pluriannuel avec des objectifs à atteindre sur l'aspect quantitatif et qualitatif de la ressource. Nous sommes actuellement au 12e programme qui s'étale sur la période 2025-2030. L'Agence de l'eau est donc un partenaire technique et financier pour les maîtres d'ouvrage publics ou privés qui réalisent des études ou des travaux visant à améliorer la gestion de l'eau et les milieux aquatiques. Abordons maintenant le sujet prégnant du changement climatique, car toutes les régions sont impactées. Tous nos territoires sont affectés, avec des répercussions pour tous les usagers, collectivités, agriculture, industrie. Plusieurs outils peuvent répondre à cette problématique. Le Plan national d'adaptation au changement climatique, qui prévoit un ensemble d'actions concrètes pour adapter notre territoire aux impacts visibles et attendus du changement climatique. Canicules, inondations, sécheresse, érosion côtière, feux de forêt font partie des risques encourus. Donc, il y a aussi le plan eau de mars 2023 qui organise notamment la sobriété des usages de l'eau avec un objectif de réduction de 10% des prélèvements en eau d'ici 2030. Si on fait un petit zoom sur le bassin d'Adour-Garonne, où l'impact du changement climatique va entraîner une baisse des débits des cours d'eau, les prévisions parlent d'une élévation de la température de 2 degrés Celsius, une évapotranspiration plus importante, un manteau neigeux plus faible. Le tout associé à une augmentation de la population font que le changement climatique sur notre bassin risque d'entraîner un déficit projeté à 1,2 milliard de mètres cubes. Un impact sur la qualité et la capacité d'épuration des cours d'eau. Une perte de la biodiversité. Le 12e programme d'intervention des agences sur le volet économie d'eau permet également d'apporter une réponse au changement climatique. À noter que nos aides sont encadrées par la réglementation européenne, notamment le régime général d'exemption par catégorie et le régime de minimis. Les aides possibles, selon le statut du maître d'ouvrage, sont les suivantes. Des aides pour les études préalables, avec une subvention qui peut aller de 30 à 80%. Pour les travaux efficience et économie de l'eau, une subvention de 30 à 60% pour la mise en œuvre d'une technologie propre. Pour le recyclage de l'eau, la mise en circuit fermé, le stockage, le recyclage en interne des eaux pluviales ou la réutilisation des eaux non conventionnelles ou des eaux usées traitées. Il reste toujours la possibilité d'aide sur le volet traitement des pollutions, notamment les substances médicamenteuses, sur la désimperméabilisation des sols ou le risque de pollution accidentelle. Ces subventions vont de 30 à 70% suivant l'impact sur le milieu naturel.
quelques exemples de dossiers individuels éligibles auprès des agences. Un centre hospitalier régional avec un projet d'étude sur les 3 postes les plus consommateurs à nous. Un coût de 30 000 €, un taux de subvention de 40%, avec une aide de 12 000 €. Une clinique privée avec un projet d'une nouvelle unité de dialyse. Un coût initial de 200 000 €, un montant retenu à 100 000 €, c'est le scénario contrefactuel. Le taux de subvention est de 50% avec une aide de 50 000 €. Un centre médical avec un projet de gestion intégrée des eaux pluviales. Un coût qui peut aller jusqu'à 300 000 € avec un taux de subvention de 70%, soit une aide de 210 000 €. Donc, si vous avez des projets concernant l'efficacité hydrique, je vous invite à prendre contact avec l'agence de l'eau sur votre territoire afin d'engager la discussion concernant ce projet et voir les possibilités d'accompagnement technique et financier en lien avec nos modalités d'intervention. Car il peut y avoir des conditions particulières d'éligibilité suivant les agences. À noter qu'il ne faut pas engager d'opération sans avoir déposé une demande d'aide en ligne. Vous trouverez le lien Internet pour chercher votre agence de l'eau suivant la situation géographique de votre commune. Je vous remercie pour votre attention. Et si on doit retenir une chose sur le changement climatique, c'est que les solutions sont dans l'action. Merci beaucoup, Monsieur Rodrigo. Effectivement, les solutions sont dans l'action. Et en parlant d'action, nous allons dérouler toutes les étapes pour mettre en place une démarche de sobriété hydrique dans un établissement de santé. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Serena Hatfield, première personne en France à être conseillère anneau pour la région Bretagne. Bonjour Serena. Bonjour Cédric. Merci d'être présente avec nous. Merci également. Est-ce que vous pouvez commencer par nous parler de votre poste et de vos missions ? Tout à fait. Donc, j'ai un poste de conseillère en économie d'eau pour les établissements de santé et sanitaires médico-sociaux. C'est un poste qui est financé par l'Agence de Loire-Bretagne, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et l'Agence régionale de la santé. Donc, c'est un poste qui est porté par le groupement de coopération sanitaire Achat Santé Bretagne et je suis positionnée au sein du CH de Guillaume Régnier. Et donc, du coup, c'est une mission qui est régionale et qui est en déploiement sur toute la Bretagne, sur tous les établissements de santé et médico-sociaux. Merci beaucoup. Concrètement, lorsqu'un établissement veut être accompagné, comment s'y prend-il ? La démarche à suivre est en fait d'abord un premier échange avec la présentation et le recueil des besoins courants. Il y a ensuite une collecte de données avec des relevés de consommation et des dispositifs existants via un questionnaire, puis une visite sur site. Et enfin une analyse de données et la restitution d'un rapport qui va contenir donc les données qui ont été recueillies avec un pré-diagnostic et des conseils et des préconisations, puis une restitution et un accompagnement à la mise en œuvre. Dans ces rapports, est-ce que l'on peut retrouver des préconisations récurrentes, des choses que l'on retrouve généralement dans tous les établissements de santé ? Effectivement, la première préconisation qu'on donne en général, c'est un plan de comptage, puisque la préoccupation première des établissements de santé sur la question de l'eau, c'est vraiment la méconnaissance de leur consommation en eau. Il y a également les campagnes de recherche, de fuites, puisque à l'échelle de la France, environ 10 à 15% de la consommation est représentée par les fuites, et sur les établissements de santé et médico-sociaux, ça va être à peu près les mêmes chiffres. Il y a également l'optimisation des process de nettoyage, de dialyse, de tous les services qui peuvent être potentiellement consommateurs, et la récupération de ces eaux de process pour des usages non sanitaires qui peuvent être réfléchis. Il y a également les eaux de pluie aussi et les eaux non conventionnelles qui peuvent être réfléchies pour de nouvelles sources, mais cette fois-ci pour des usages vraiment non sanitaires. Ça passe également aussi par la sensibilisation en interne auprès des employés, auprès des résidents, auprès des patients également, et la mise en place de protocoles adaptés à chaque type d'établissement. Merci beaucoup, Madame Hatfield. Merci à vous. Souvent, un des principaux freins au passage à l'action est la peur du risque infectieux et des enjeux sanitaires. Néanmoins, il existe un grand nombre d'actions à mettre en place sans pour autant compromettre la sécurité des personnes accueillies. À ce titre, j'accueille Madame Van Kotsen sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cadre hygiéniste au CEPIAS
Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors oui, effectivement, je suis cadre de santé biohygiéniste au CEPIAS Auvergne-Rhône-Alpes. Donc le CEPIAS, c'est un centre de prévention et d'appui pour l'infection associée aux soins. Il y en a un dans chaque région. Et donc les missions sont de venir en aide, en conseil et en appui aux hygiénistes de la région. Et pour les établissements médico-sociaux qui n'auraient pas la chance d'avoir l'intervention de cette expertise en hygiène, d'un hygiéniste, et ben de venir en conseil ou en appui aux directions. Donc c'est vrai que les hygiénistes, on est régulièrement vus comme les personnes qui, sous couvert du risque sanitaire, du risque infectieux, étant un frein à la sobriété hydrique, à la sobriété énergétique et donc à la transition écologique. Mais il faut savoir qu'on est de plus en plus concerné par ce sujet. On se forme beaucoup et donc on essaye d'allier au mieux le risque infectieux et tout ce qui est transition écologique, éco-responsabilité, développement durable. Alors par contre, on est confronté, nous les hygiénistes, à une problématique de sécurité réglementaire. Donc il faut savoir que sur l'eau, il y a énormément de textes réglementaires, de textes de loi, notamment sur le risque infectieux et sur le risque légionnel, avec des textes réglementaires qui vont nous imposer et nous obliger à certaines choses, alors notamment par exemple à faire des purges sur des points d'eau non utilisés ou encore à maintenir une température d'eau assez importante et on ne peut pas se passer de cette réglementation. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est déjà avant de s'attaquer à des points de sobriété hydrique qui auraient un impact sur le risque infectieux, c'est déjà de s'attaquer, comme on l'a déjà dit, aux fuites sur le réseau d'eau, qui est un des points sur lequel il y a le plus d'eau consommée. Donc on peut déjà s'attaquer à ça. Et ensuite, quand on s'est attaqué aux fuites, effectivement, on peut avoir une réflexion sur d'autres actions. Alors je pense par exemple à l'utilité de certains points d'eau. Dans les années 90-2000, on se lavait les mains à l'eau et au savon et donc au niveau de l'architecture des bâtiments, on a positionné énormément de points d'eau sur ces réseaux d'eau là. Et maintenant, le geste d'hygiène des mains par excellence en milieu de santé, c'est la friction hydroalcoolique des mains avec une solution, un produit hydroalcoolique et donc on n'a plus besoin de ces points d'eau. Donc je pense que là, on peut réfléchir avec les hygiénistes effectivement dans chaque établissement de santé ou médico-social à quels sont les points d'eau vraiment utiles et à ce moment-là, à ne pas hésiter à supprimer des points d'eau parce qu'un point d'eau, c'est un risque infectieux, c'est un risque de fuite et c'est aussi de l'entretien, du temps agent pour venir entretenir ce point d'eau pour pouvoir l'utiliser dans de bonnes conditions d'hygiène. Il faut savoir aussi qu'au niveau réglementaire, il y a une évaluation des risques des réseaux d'eau qui est obligatoire maintenant depuis le 30 décembre 2022. Et cette évaluation des risques, elle va être importante aussi pour les hygiénistes, mais également pour les directions des établissements de santé et vont permettre d'identifier les points risques sur un réseau, aussi bien le risque infectieux que risque de fuite ou sobriété hydrique. Finalement, il s'agit d'un travail transversal mené avec des personnes compétentes sur les différents aspects, qu'ils soient de prise en charge, technique ou d'hygiène. L'enjeu, c'est d'agir, mais pas n'importe comment. Alors, de qui s'entourer, où trouver les ressources et les conseils? Alors, il est vrai que effectivement, c'est une collaboration pluriprofessionnelle. Il faut absolument mettre autour d'une table les différents acteurs, ne pas oublier les hygiénistes, mais ne pas oublier non plus les services techniques, la direction des établissements, éventuellement même les prestataires, parce que parfois ce sont des prestataires qui viennent en appui et en maintenance sur les réseaux d'eau. Je pense aussi aux services de soins. Chacun est spécialiste dans son domaine. Donc on a des spécialistes du risque infectieux, les hygiénistes, on a des spécialistes des réseaux d'eau qui sont effectivement les services techniques, les prestataires. On va aussi avoir des spécialistes de la transition écologique et je pense au CTEES en région et en département aussi. Alors nous, ce qu'on conseille effectivement, c'est de ne pas oublier les hygiénistes lors de réunions de travail sur des réseaux d'eau, sur la construction d'un nouveau bâtiment. On conseille également, nous, aux établissements de santé et aux médico-sociaux, de créer ce qu'on appelle une cellule eau, une cellule environnement. Et cette cellule eau, elle est pluriprofessionnelle. Elle devrait se réunir au moins une fois par an de façon à pouvoir discuter effectivement des problématiques de l'eau, que ce soit risque infectieux ou autre, mais avoir tout le monde autour d'une table. On s'aperçoit, nous, quand on vient en appui, en conseil à demande de certains établissements, qu'effectivement de mettre tout le monde autour d'une table, c'est là où finalement, plutôt que de s'échanger des mails sur des sujets problématiques, eh ben on discute, on sort les plans de l'établissement et chacun peut donner son avis et chacun donne son expertise sur certains sujets. Donc cette
cellule-là, je pense qu'elle est déjà importante, elle est déjà existante dans certains établissements. Ensuite, il ne faut pas hésiter, si on n'a pas toutes les expertises autour de la table, à effectivement venir sur les aides qu'on peut avoir en département ou région. Donc là, je pense au CEPIAS, effectivement, je pense au CTEES. Alors au niveau du CEPIAS Auvergne-Rhône-Alpes, on a élaboré une fiche pour aider les établissements de santé et médico-sociaux, une checklist en fait de prévention ou une checklist curative si on a problématiques sur un réseau d'eau, dans lesquelles on aborde certains points de risque infectieux avec une note effectivement de transition écologique et de sobriété hydrique, en disant que par exemple sur les purges, il y a un texte de loi qui nous impose les purges, on n'est pas obligé de faire 3 à 5 minutes de purge. Et donc cette fiche-là, on explique que parfois 1 minute de purge c'est bien suffisant et ça évite effectivement d'avoir à jeter à l'égout de l'eau juste pour purger un point d'eau. On va aussi avoir, alors les CEPIAS, on s'est réunis, on est 17 CEPIAS dans toutes les régions de France, on s'est réunis en groupe de travail inter-CEPIAS, transition écologique en santé, donc des hygiénistes particulièrement attentifs à la transition écologique. Et un de nos premiers outils qu'on a créé en fin d'année dernière, ça a été une fiche sur la sobriété hydrique et les éco-faux-pas. C'est-à-dire que sous couvert de risques infectieux, ne pas partir sur effectivement de la surconsommation hydrique. Et là, on s'est fait valider ces fiches par différentes ARS en région, et parfois une purge de 1 minute est bien suffisante plutôt que 3 à 5 minutes. Donc c'est extrêmement important de faire appel aux différents professionnels et on a les moyens en fait de faire appel à des personnes qui viennent en aide en région. Donc le groupe Transition écologique en santé inter-CEPIAS va organiser notamment un webinaire fin juin à destination nationale, donc de l'ensemble de la France, des hygiénistes mais aussi des directeurs d'établissement, des services techniques, voilà, donc n'importe qui pourra s'inscrire sur le thème de la sobriété hydrique, les éco-faux-pas notamment, mais aussi des retours d'expérience d'établissements qui ont mis en place du recyclage de l'eau, de la réutilisation d'eau, tout en maintenant le risque infectieux dans ces établissements. Merci Madame Van Kotsen pour votre présence. Merci. Justement, nous allons recevoir un retour d'expérience d'un établissement de santé, de Mathieu Lecomte, conseiller en transition écologique et énergétique en santé du centre hospitalier de Cadillac, qui a engagé une stratégie de sobriété hydrique. Monsieur Lecomte, bonjour et d'abord merci d'accepter de répondre à mes questions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de ce projet et puis la façon dont vous l'avez mis en place? Bonjour, je vous remercie de me recevoir. Notre projet s'inscrit dans une démarche globale de maîtrise de nos consommations, notamment hydriques. Elle part d'un constat de facture anormalement élevé, qui est révélatrice d'une ou de plusieurs fuites qui n'étaient pas relevées ou maîtrisées à temps. Alors, des relèves régulières sur notre site étaient réalisées, des différents compteurs et des sous-compteurs d'eau. Cependant, ces opérations sont très chronophages et lorsqu'une fuite était détectée, sa localisation était fastidieuse, notamment, comme l'a dit Serena Alfield précédemment, parce que sur notre site, nos plans ne sont pas totalement conformes à la réalité du terrain. Et que d'autre part, l'étendue du réseau d'eau et son organisation rend toute recherche de fuite difficile. Nous avons ainsi voulu faciliter le suivi de nos compteurs et de sous-compteurs d'eau pour identifier les dérives au plus tôt, mais aussi traiter leurs causes rapidement pour réduire nos consommations d'eau et nos dépenses associées. Quelles sont les différentes étapes de mise en œuvre? Alors, pour réaliser ce projet, nous avons rendu nos compteurs d'eau communicants, pour les associer à une plateforme numérique d'analyse en temps réel de leur consommation. La première étape a consisté à définir le plan de comptage avec le maillage le plus adapté pour le suivi de nos consommations. Et c'est conjointement avec le prestataire qui a mis en place la solution que nous l'avons établi et validé. La seconde étape a consisté à déployer des modules communicants sur les compteurs déjà existants, en binôme prestataire-service technique. Et enfin, quelques jours après, nous avons pu utiliser une plateforme ergonomique de suivi des consommations des compteurs qui ont été instrumentés, avec une remontée en temps réel des données. Alors très rapidement, nous avons pu localiser et faire réparer les fuites d'eau qu'on a pu détecter. Et aujourd'hui, l'exploitation de la plateforme, elle est totalement internalisée. Les agents techniques ont été formés et elle alerte dès qu'une consommation anormale d'eau est enregistrée, ce qui optimise la réactivité face à une fuite. C'est très intéressant. Est-ce que vous avez rencontré des freins dans la mise en œuvre de certaines des actions? Alors non, on n'a eu aucun frein, ni humain, ni technique.
Le constat économique et écologique des dérives de consommation a mobilisé tout le monde autour de la nécessité d'agir pour réduire durablement notre consommation, mais également pour traiter rapidement d'éventuelles futures fuites. Techniquement, la solution est simple à mettre en œuvre et la plateforme de suivi, elle est très simple à prendre en main. L'implication des services techniques reste indispensable à la mise en œuvre d'un tel projet. Et finalement, la coordination de ce projet par un conseiller en transition écologique et énergétique en santé en a facilité sa réalisation. Pour quel résultat aujourd'hui? Alors du côté des consommations d'eau, on a mesuré environ 40 mètres cubes par jour de fuite, ce qui représente une dépense évitée de 68 000 € en un an si cette fuite n'avait pas été détectée. Ce qui fait que notre investissement de 17 000 € a donc immédiatement été rentabilisé. Et alors, par ailleurs, nous sommes en contact avec notre agence de l'eau pour bénéficier d'une prise en charge d'une partie des sommes engagées. Merci pour ce retour d'expérience, Monsieur Lecomte. Encore un exemple de projet qui peut bénéficier de financement et d'un accompagnement de l'agence de l'eau. Depuis le début de cette webconférence, ces témoignages nous ont confirmé que l'on peut agir efficacement, tout en prenant en compte les enjeux sanitaires. Le tout avec des investissements rapides. Pour vous aider dans la mise en place concrète de vos actions, je laisse la parole à Camille Devrotte, experte développement durable et immobilier à la NAP, pour vous présenter un plan d'action en 10 étapes. En premier lieu, il s'agira de réaliser un diagnostic de votre réseau. En effet, difficile d'avoir une idée de votre consommation hydrique uniquement sur la base de vos factures ou d'un relevé de compteur à un instant T, lorsque vous n'avez jamais fait d'audit de vos réseaux. En effet, les compteurs peuvent être mal étalonnés ou si vieux qu'ils ne le sont plus. Il peut également y avoir des fuites sur le réseau, parfois depuis des années, sans que personne n'en ait jamais eu conscience. Ainsi, sans état des lieux complet du réseau, l'état de référence des consommations pourrait intégrer des fuites ou des surconsommations jamais détectées et ainsi vous baser sur un talon de référence faussé. Si cet état de référence peut vous permettre d'identifier les futures fuites, il ne vous permettra pas d'identifier les fuites ou surconsommations préexistantes. Pour cela, plusieurs éléments vont être nécessaires. Donc déjà, réaliser une étude de risque sur votre réseau pour identifier ses points faibles et vulnérabilités. Ensuite, identifier les principaux postes de consommation, donc blanchisserie, stérilisation, cuisine. Réaliser un relevé de l'ensemble de vos consommations sur les compteurs préexistants. Mais également, vous pouvez aller plus loin avec une recherche de fuite, soit un contrôle visuel des réseaux dans les zones peu visitées comme les vides sanitaires, ou une étude acoustique pour les réseaux enterrés. Lorsque cela est possible, réaliser une sectorisation des réseaux pour effectuer des relevés zone par zone et à analyser les consommations relevées au regard de l'activité pour chaque zone. Par exemple, si vous avez une consommation nocturne dans une zone inoccupée la nuit, cela peut être révélateur d'une fuite ou d'un dérèglement d'un équipement. Ensuite, identifier les tendances des consommations, les pics, mais aussi les talons de référence, et les comparer avec des données de référence. L'ensemble de ces étapes permet de fiabiliser la donnée et de définir un état de référence à partir duquel vous pourrez être en mesure d'évaluer vos marges de progression et d'identifier rapidement les prochaines dérives. En deuxième point, il y a le contrôle régulier et l'entretien de votre réseau d'eau. Donc faites un état des lieux régulier de votre réseau, donc analyse des risques et optimisation éventuelle, et procédez à son équilibrage si nécessaire. Tenez bien à jour les plans de vos réseaux avec la localisation des vannes et autres organes de régulation, mais également les points à risque et donc à surveiller. Supprimez les bras morts et tracez les purges tout en consultant votre équipe opérationnelle d'hygiène pour adapter les durées et fréquences nécessaires. Contrôlez régulièrement la température de vos réseaux, mais également leur pression. Des pressions trop élevées sont source de surconsommation, dans ce cas ajoutez des réducteurs de pression, mais attention également aux pressions trop basses qui sont synonymes de risque de stagnation et donc de prolifération bactérienne. Procédez au nettoyage, détartrage et à la désinfection des éléments de votre robinetterie au moins une fois par an, voire 2 dans les services à risque. Calorifugez vos réseaux, aussi bien ceux d'eau chaude sanitaire que ceux d'eau froide, afin de les conserver chacun à la température requise. Cela limitera notamment le temps d'attente pour avoir la bonne température au point d'utilisation ou la prolifération de légionelles dans les réseaux d'eau chaude ou froide qui sont finalement tièdes. Troisième point, mettez en place un plan de suivi des consommations. Donc selon l'âge de vos compteurs, leur étalonnage, voire leur remplacement peut être nécessaire afin de fiabiliser la donnée. Pour les petits sites, mettez en place un relevé manuel hebdomadaire des compteurs avec un tableau de suivi des consommations. Pour les plus gros sites, l'ensemble des systèmes de production de chauffage et de CS doivent être raccordés à une gestion technique centralisée. Il existe par ailleurs plusieurs solutions techniques qui vous permettront d'effectuer de la télérelève à partir des compteurs déjà existants. La remontée de la donnée sur une plateforme de supervision avec ses indicateurs d'alerte en cas de dérive par rapport à une consommation de référence
vous permettra d'agir rapidement en cas d'éventuelle fuite ou surconsommation liée au dérèglement d'un équipement. Ensuite, optez pour des équipements hydroéconomes, que ce soit au niveau des équipements utilisés sur les process les plus consommateurs ou les équipements sanitaires. Stérilisation à sec ou osmoseur inversé à faible perte qui peuvent permettre d'augmenter les rendements de plus de 20%. Pour les équipements sanitaires, les douches hydromoléculaires permettent de diminuer de 10 litres par minute la consommation d'eau. Vous avez également des chasses d'eau double flux ou équipées de systèmes de plaques ou écosacs, ainsi que des flux pilotés par capteur. Pour les lave-mains, privilégiez les commandes fémorales ou les systèmes de détection de présence. Travaillez à l'optimisation des process les plus consommateurs. Optimisez le process de nettoyage ou de lavage en changeant le type ou la forme de détergent. Par exemple, le passage de la lessive en poudre à la lessive liquide. Optimisez les taux de charge et adaptez les débits en fonction de celle-ci. Passez à la brumisation des groupes froids, plutôt que leur arrosage, en étant particulièrement vigilant à la qualité de l'eau, et notamment sa dureté. Toujours sur les process, recyclez et réutilisez l'eau. On a la possibilité effectivement de réutiliser l'eau au sein d'un même process, comme l'eau des blanchisseries et des machines en blanchisserie, mais aujourd'hui, l'évolution de la réglementation laisse présager de nouvelles perspectives. Notamment au niveau de la récupération des eaux de pluie. Donc, installer des systèmes de récupération et de stockage des eaux avec un accès sécurisé. Attention à vérifier l'étanchéité et de procéder aux opérations de maintenance nécessaires. Cette eau-là pourrait être utilisée pour un usage extérieur comme l'arrosage, mais également le lavage des sols, selon les nouvelles dispositions réglementaires. 7e point, la gestion durable de vos espaces verts. En effet, ces espaces vont devenir essentiels dans nos établissements, notamment pour lutter contre les îlots de chaleur et contribuer à diminuer les besoins en refroidissement. Dans certaines régions, ils contribueront également à réduire le risque de ruissellement et d'inondation en permettant la désimperméabilisation des sols. Pour diminuer la consommation d'eau liée à l'entretien de ces espaces verts, vous pouvez réutiliser les eaux de pluie, mais également opter pour des essences peu consommatrices ou des systèmes d'arrosage économes comme le goutte à goutte. Des techniques comme l'application du mulch permettent également de retenir l'humidité et de diminuer les besoins en arrosage. Un point extrêmement important consiste à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels et des usagers. Sensibilisez-les sur les enjeux de la préservation de l'eau, aussi bien en termes de quantité que de qualité, pour donner du sens à vos recommandations, mais également à leur action au quotidien. C'est toujours plus facile de changer des pratiques quand on comprend pourquoi on le fait. Formez aux éco-gestes et aux bonnes pratiques pour réduire les consommations hydriques et les adapter aux justes besoins. Et surtout, encouragez l'engagement et l'émulation en valorisant les bons résultats obtenus collectivement. Entourez-vous des bonnes personnes pour travailler et sécuriser votre plan d'action. Travaillez en étroite collaboration et en concertation avec votre équipe opérationnelle d'hygiène ou équipe mobile d'hygiène et le cas échéant, prenez attache avec votre CEPIAS régional. Ils pourront vous indiquer ce que vous pouvez envisager ou pas sans risque infection. Tenez-vous au courant à la fois des évolutions réglementaires, des sorties des meilleures technologies disponibles, mais également des opportunités de financement. Merci pour votre écoute. Cédric, je te laisse conclure. Merci Camille d'avoir présenté ces 10 étapes indispensables pour toutes les structures, sanitaires ou médico-sociales, qui souhaitent s'engager dans une démarche de sobriété hydrique. J'en profite pour vous rappeler que nous avons réalisé un outil simple et pratique qui vous présente plus en détail toutes ces étapes. Les interventions de nos experts ont clairement démontré qu'il est tout à fait possible de réduire significativement la consommation d'eau tout en maintenant la qualité des soins et la sécurité des patients. Les témoignages concrets et les plans d'action proposés montrent que la sobriété hydrique est à portée de main grâce à des mesures efficaces telles que la détection des fuites et l'optimisation des équipements. Ces exemples illustrent parfaitement que des changements simples peuvent avoir un impact considérable. Gardons toutefois à l'esprit que la maîtrise de la consommation d'eau ne relève plus seulement d'un engagement écologique, mais devient aussi une nécessité économique. Les tensions sur la ressource et l'augmentation prévisible des tarifs rendent chaque goutte d'eau économisée d'autant plus stratégique pour la soutenabilité financière de nos structures. Pour aller plus loin et mettre en pratique les conseils et stratégies abordées aujourd'hui, nous vous invitons à télécharger les différents outils et ressources disponibles. À l'écran, vous trouverez un QR code où sont répertoriés tous les outils présentés. Ces ressources, soigneusement sélectionnées, vous aideront à structurer votre démarche et à suivre les étapes nécessaires pour une gestion optimale de l'eau. Nous voici à la fin de notre webconférence. Sachez que cette session sera disponible en replay sur notre site anap.fr
dans la rubrique événements. Cela vous permettra de revisiter les points clés et de partager ces informations avec vos collègues. Merci pour votre participation active. Et pour finir, nous sommes convaincus qu'à la NAP, c'est ensemble que nous pouvons faire de la sobriété hydrique une réalité pour tous nos établissements. La NAP, l'expertise en partage.